La Sotraco vous offre Choisis mon école. Même si elle n'est pas une solution exclusive, l'éducation peut contribuer énormément à l'atteinte du développement et là-dessus, beaucoup d'études sont formelles sur la question. Il faut investir dans l'éducation, mais encore faudrait-il que ces centres, ces institutions qui se chargent de cette éducation soient connues du grand public. C'est cette mission que nous nous enseignons sur Tri TV, la télévision interactive que vous suivez au numéro 254 du bouquet Canal+. C'est parti pour la 5e saison de Choisir mon école et pour ce tout premier numéro, nous avons choisi de travailler ou du moins de parler avec ces organisations qui accompagnent le système éducatif dans notre pays. Il y a notamment le Centre national des œuvres universitaires que nous recevons en premier pour ce tout premier numéro de Choisir mon école. Bienvenue donc à toutes et à tous et durant 1 heure du temps, nous allons échanger, comprendre ce que c'est que le Centre national des œuvres universitaires, quelles sont ses missions, comment elles fonctionnent, quelles sont ses relations également avec les étudiants. Voici autant de questions que nous aborderons avec nos invités du jour qui sont le docteur Sébastien Yougbaré, directeur général du CNU. Bonjour docteur. Bonjour. Et avec nous sur ce plateau, monsieur Saïdou Ouedraogo, directeur de l'hébergement et de la restauration universitaire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou, monsieur Ouedraogo Issa est également avec nous. Bienvenue. Merci bien. Et monsieur Lompo Marius, vous êtes du cabinet conseil en géocommunication, c'est bien cela? C'est ça. Et aussi des étudiants venus aussi accompagner ce débat. Parmi eux, monsieur Palo Dampogdi Augustin, vous êtes secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF. Merci d'être avec nous, monsieur. Monsieur Sawadogo Thomas, vous êtes étudiant à l'université Thomas Sankara. Vous êtes également le délégué général de la cité universitaire Thomas Sankara. Vous relevez de l'UFST, c'est bien cela? Et puis, merci à vous d'être venu répondre à nos différentes questions. Et tout de suite, avant d'y aller, pour comprendre l'actualité de ce que le Centre national des œuvres universitaires fournit, on va d'abord commencer par une question de connaissance. Comment on peut présenter le centre universitaire? Merci, TV. Tri TV qui nous honore d'inaugurer Choisir mon école. D'abord, je voudrais dire que Choisir mon école, c'est s'attacher au choix de l'enfant comme au choix des parents et accompagner l'école, qui est une institution républicaine et laïque. Donc, en ce sens, nous sommes tous engagés dans cet environnement qui se veut un environnement de canalisation de la jeunesse burkinabé. Et dans ce sens, en ce qui concerne notamment le Centre national des œuvres universitaires, c'est quoi? Il faut dire que le centre est né depuis le 30 octobre 1977 de la volonté de l'État burkinabé d'offrir des services sociaux universitaires qui puissent accompagner les activités pédagogiques et académiques au profit des étudiants et bien sûr au profit aussi du personnel accompagnant des étudiants. Donc, entre autres, la mission pour accompagner l'accès à la formation, à l'éducation universitaire, c'est d'abord ce qui est communément partagé, c'est l'hébergement et la restauration, c'est-à-dire pouvoir mettre à l'abri les étudiants, pouvoir les restaurer pour les rendre aptes en termes de pondéral pour pouvoir suivre les études. Comme quoi, ventre vide n'a point d'oreille et sans abri, c'est l'insécurité absolue. Et ça, c'est le premier acte, malheureusement ou heureusement, qui est bien connu, mais pas suffisamment investi par l'opinion publique qui ignore les tenants et les aboutissants pour restaurer à aujourd'hui plus de 180 000 étudiants burkinabés. Je dis bien plus, environ 200 000 étudiants burkinabés, du public comme de l'État. Il faut ajouter à cela la direction, une autre offre, la direction des loisirs, des sports et de la culture, qui veille justement à
revigorer ces jeunes-là au travers de transmission de la culture, au travers de la promotion des stars. Et quand on dit stars, les meilleurs footballeurs, les meilleurs sportifs dans ce pays, les meilleurs chanteurs, je disais, ceux qui portent haut le drapeau du Burkina Faso, dans nos équipes nationales comme à l'étranger, ce sont nos étudiants. Et ça se fait comme ça. Donc nous veillons à ce que ces jeunes s'occupent sainement pour ne pas les laisser, j'allais dire, en prise avec les prédateurs politico-syndicalistes, j'allais dire. Je n'ai rien contre ces mouvements, mais davantage, nous souffrons déjà à récupérer des années que l'État se débat dans un contexte de précarité, de pauvreté. Il va falloir canaliser la jeunesse parce que l'activité sportive, l'activité culturelle, les loisirs constituent justement à l'élévation de l'esprit, donc à la transcendance de notre dépendance biologique. C'est très important. Et ça, c'est entre autres. Rajoutons qu'en plus, il y a la direction de la santé des étudiants et de la mutuelle des étudiants. Pourquoi ? Il faut répondre aux différentes pathologies que présente la médecine de l'enfance et de la jeunesse. Et l'université constitue le tremplin pour mieux accueillir ces jeunes qui très souvent viennent de loin. Nous pouvons dire à l'heure actuelle qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan même, l'ambassadeur a entrepris une sensibilisation des étudiants que le Burkina doit accueillir. Je ne sais pas, mais j'ose dire que ce n'est pas moins de 1000. Et ces enfants vont faire une rupture avec leurs habitudes. Donc, vous voyez, il y a un décalage quand même de la culture, de la liberté d'expression entre la Côte d'Ivoire et ici. Donc il y a aussi un décalage. Un décalage comment ? Un décalage en ce sens que la Côte d'Ivoire est suffisamment arrosée en termes de communication, en termes de liberté d'expression, en termes d'habitudes, nous n'avons pas les mêmes habitudes, en termes d'attachement aux médias. Et davantage ici, nos jeunes qui quittent Abidjan, qui quittent, j'allais dire, Gaïouan, qui quittent les recoins de la Côte d'Ivoire, doivent venir épouser des environnements qui sont d'abord étrangers. Certains, c'est leur première fois de quitter leur famille. Certains, c'est aussi difficile de quitter les leurs, parce que non seulement c'est difficile, mais l'école, j'allais dire, les écrits scientifiques témoignent que la séparation fait rupture. Et la signification de la séparation dépend de notre historicité, de comment est-ce qu'on a été nourri, comment est-ce qu'on a été transmis et comment est-ce qu'on vit cette rupture-là. Et on ne peut pas laisser ces jeunes venir dans notre pays, dans notre très cher pays, et se sentir dépaysés, parce que c'est l'occasion pour eux d'épouser. C'est en ce sens que nous voyons l'intérêt d'une structure comme la FECIBF et bien d'autres, quand on parle d'intégrité. D'accord. Là, on va rester dans les questions de pédagogie, c'est-à-dire parler de la présentation de façon générale. Je rappelle que vous êtes professeur Sébastien Youbari, tout à l'heure dans la présentation. Je suis maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie. Bon, professoral, oui, bien sûr. D'accord. Merci donc pour toutes ces précisions. Donc, on comprend clairement que le Centre national des œuvres universitaires est axé vers des actions sociales. Vous parlez d'intégrité, mais je m'en voudrais de ne pas vous relancer par rapport à cette question concernant spécifiquement la Côte d'Ivoire. On peut comprendre que la grande masse y vient, mais est-ce que ce travail est fait aussi dans d'autres pays? Parce qu'il n'y a pas que ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire qui viennent à Ouagadougou. Bien sûr, ce travail est fait dans d'autres pays. C'est-à-dire que là où se trouve le Burkinabé, là où se trouve... en fait, FECIBF, ce n'est pas seulement les étudiants de Côte d'Ivoire. Non, je ne parle même pas de la FECIBF. Vous avez dit qu'il y a des travaux de sensibilisation au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces étudiants qui doivent entrer. Oui. Je veux dire, c'est la même chose, par exemple au Bénin, au Sénégal, au Ghana. Au Ghana, sauf que vous savez qu'en termes de l'environnement extérieur, il y a plus de... comment on appelle ça de rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et en termes de masse, comme on dit, pour ne pas en masse chosifiée, mais en termes de pourcentage, c'est les étudiants venant de Côte d'Ivoire. Donc, il faut organiser rapidement par là-bas et intégrer les autres. Donc en Côte d'Ivoire, je crois qu'au Niger et au Bénin, les structures s'activent. Et le CENU va bientôt aller dans ce sens pour accompagner ces structures-là
de l'État qui se trouve dans les ambassades. D'accord. On a la chance également d'avoir le directeur de l'hébergement et de la restauration, qui sont vraiment les deux grands pôles du Centre national des œuvres universitaires. Aujourd'hui, il y a la question récurrente des hébergements qui ne tarissent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une amélioration par rapport à ce qui a été constaté les années précédentes? Merci. Ce que peut vous faire comprendre sur la politique du ministère du SENU, on peut dire qu'il y a eu une grande amélioration. Plutôt, allant dans ce sens que si vous constatez, sur les années 90 jusqu'en 2010, les questions des hébergements n'étaient pas aussi disponibles en grande quantité pour le grand nombre d'étudiants. C'est pour dire que le SENU, par le biais du ministère, a entrepris des constructions des cités universitaires. Donc des travaux en construction de Koudougou, nous avons la cité universitaire de Kobo-Boye, nous avons Thomas Sankara qui est l'un des joyeux, nous avons aussi d'autres cités universitaires comme la cité universitaire de l'UDS, et nous avons aussi entrepris de trouver des locales pour héberger des étudiants comme à Manga, que le SENU est en contact avec la CGC pour voir dans quelle mesure il entend en construction de certains bâtiments pour accroître la capacité d'accueil. De façon globale, je peux dire qu'il y a une grande amélioration par rapport à la capacité d'accueil des étudiants en matière d'hébergement, et c'est indéniable, le constat est pas-pas. Ce qui est sûr, nous allons continuer à être lancés pour voir dans quelle mesure améliorer davantage pour que le grand nombre soit satisfait. D'accord. On comprend qu'il y a des efforts qui sont faits, mais très vite les données peuvent varier parce que chaque année le nombre d'étudiants croît et puis la demande aussi croît. On peut comprendre qu'il y a parfois une petite difficulté à ce niveau, mais aussi on a observé via les canaux des médias classiques, mais aussi des réseaux sociaux, par rapport à la vestibilité de certains bâtiments et puis surtout au niveau de la plomberie, des dysfonctionnements. Je prends le cas de la cité universitaire de Kosodo où notre équipe a même fait un reportage de cette partie. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui il y a de l'amélioration ou qu'est-ce qui pose problème? Peut-être que je vais poser la question au DR. Ok. Alors, merci bien. Je voudrais à ce niveau-là parler déjà de l'amélioration en termes d'accès. D'accord. Parce qu'avec la digitalisation de l'informatique et de la restauration, il y avait déjà la digitalisation de l'hébergement. Et donc les étudiants, où qu'ils soient, peuvent déjà faire la demande en ligne plutôt que de venir en présentiel là pour déjà s'inscrire, ce qui leur générait beaucoup de coûts. Ça, c'est déjà une avancée. D'accord. Ensuite, pour en venir à votre question, c'est au niveau de l'amélioration dans les cités universitaires. Il faut dire que le SENU, chaque année, fait des efforts colossaux pour effectivement améliorer les conditions de vie des étudiants dans les cités universitaires. En termes d'entretien courant, parce que chaque fois qu'il y a des difficultés, le SENU a des prestataires qui viennent pour entretenir et l'électricité et la plomberie. D'accord. Mais la réalité est que, il ne faut pas s'en cacher, la pression dans les cités dépasse les prévisions. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas éluder. C'est-à-dire que nous avons des cités qui sont peut-être construites pour 500 étudiants, mais il se peut que des fois, on dépasse ces 500 étudiants. Mais ça, c'est du chef de qui? C'est le SENU qui s'y engage ou c'est les étudiants qui ne respectent pas les conditions? C'est justement les étudiants qui ne respectent pas les conditions, parce que l'étudiant qui est en cité a une attribution régulière. Mais il arrive que des étudiants qui ont fini leur mandat ne partent pas de la cité, ou que d'autres viennent et par solidarité estudiantine, ils les accueillent la plupart du temps à l'insu du SENU. Vous avez vu l'aspect social qu'évoquait monsieur le directeur général. Vous savez, souvent des arrivées qui ne sont pas programmées, mais dès que ces étudiants sont au niveau de la cité, je vais parler la plupart dans l'exemple criard, c'est celui de la Côte d'Ivoire, où il y a nos compatriotes qui arrivent souvent, mais avant même les commissions d'admission, qui doivent être logés et qui n'ont pas de parents à Ouagadougou. Souvent, c'est des gens qui nous arrivent dans les cités et la demande est beaucoup plus forte que ce qui est dans les infrastructures. Et là, effectivement, ça crée des charges, ça crée même beaucoup de dégâts et le SENU est obligé chaque fois de faire des réparations récurrentes. Ça, c'est la réalité en réalité. Voilà. Mais tout n'est pas que de la faute des étudiants. Est-ce que, on a la chance d'avoir des étudiants ici. Sur la question, qu'est-ce que vous répondez? Parce que comme je l'ai dit, nous on a fait immersion dans l'une des cités, on a constaté, pour le directeur régional, c'est le fait de ne pas respecter les quotas qui peut causer ces problèmes. Est-ce que vous êtes d'avis avec sa réponse?
D'accord, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Paulo Augustin, premier responsable des élèves étudiants de Burkina Faso. Il faut dire que sur cette question, comme l'a dit le directeur des hébergements, il y a des bâtiments qui sont construits d'ici à là, dans certaines villes du pays. Mais il ne faut pas ignorer aussi le volume des étudiants. Chaque année, il y a plus d'étudiants qui sont orientés dans nos universités. Il y a plus de retard aussi dans nos universités. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un étudiant qui a une chambre en cité, qui doit faire 2 ans, ce qui est insuffisant pour nous-mêmes d'ailleurs, l'étudiant arrive à faire 1 année en cité sans pour autant commencer l'année scolaire, l'année universitaire. Donc ici qu'il va finir, les 2 ans sont déjà écoulés, il se retrouve encore en première année. Et cet étudiant ne sait pas où aller pour continuer ses études, il est obligé de rester en cité. Il y a une cité universitaire. Il faut dire que nos cités aussi sont insuffisantes. Quand vous prenez la cité universitaire de Kosodo, qui n'a pas 5000 lits, alors que les étudiants d'une seule promotion, comme de droit à première année, il y a plus de 5000 étudiants. Donc il y a encore des efforts à faire. Il faut construire encore des bâtiments pour encore abriter les étudiants. Il faut encore le faire. Et il ne faut pas ignorer aussi qu'il y a dans nos cités universitaires le fait qu'il faut sensibiliser les étudiants, ça c'est un. Et en même temps aussi, il ne faut pas oublier aussi que souvent le matériel qui est apporté, ce sont des matériels aussi qui ne sont pas de grande qualité, qui par moment, après une fois utilisation, déjà on voit que le matériel commence à se dégrader, commence à se gâter. Donc il faut mettre une équipe de sensibilisation, une équipe aussi de suivi en même temps dans nos cités universitaires qui permettront de en même temps réparer le matériel en même temps que c'est gâté et aussi construire les bâtiments pour autant d'étudiants. Si les étudiants sont des Cambodgiens, c'est parce qu'il n'y a pas de lieu d'hébergement, ils sont obligés d'être dans les cités universitaires. Mais je l'ai dit, hein, une chose est sûre, il serait difficile de prendre tous les étudiants pour ces œuvres universitaires. On va commencer par les plus nécessités. Est-ce que vous, en tant que responsable syndical, il n'y a pas aussi ce travail-là que vous devez abattre pour sensibiliser vos amis que, écoutez, c'est vrai, c'est dur, mais quand vous finissez, c'est encore plus dur pour d'autres étudiants? Oui, effectivement, le travail est abattu. Je pense que DR est témoin. Depuis une certaine année, il y a des étudiants qui avaient déjà fait 5 ans en cités universitaires, mais avec l'appui de la FECIBER, certains sont partis. Mais ceux qui sont encore là, il y a des difficultés certes. Je prends SVT, une promotion où les étudiants font 5 ans au minimum pour avoir la licence. Quelqu'un qui se retrouve encore en première année, après déjà 2 ans passés en cités universitaires, il ne peut pas partir. DR est là, il sait combien de fois on l'appelle pour pouvoir aider les étudiants qui sont dans les cas sociaux pour avoir des chambres en cité, parce qu'ils ont déposé pour avoir des chambres qui ne gagnent pas. Et en même temps, il y a les sensibilisations sont faites, DG est au courant, DR est au courant. Chaque moment, les étudiants qui organisent les sensibilisations et en même temps qu'il y a des étudiants qui se mettent ensemble pour réparer souvent certaines pannes dans les cités universitaires. Ils rendent les cités universitaires propres. Il y a des services qui nettoient les cités, donc la sensibilisation est déjà faite au niveau des étudiants. Mais comme on le dit, les places restent toujours insuffisantes. D'accord. Je crois que le chargé des hébergements veut se prononcer sur la question. On va aller rapidement. Ok, je pense qu'on va recadrer le sujet. J'avais posé la question de savoir quel est l'état du bâtiment. Du bâtiment de Vétus, c'est ce que vous voulez poser comme question. Oui, mais c'est très intéressant ce qui a été abordé non plus, c'est pas à négliger. Hein. C'est pas à négliger, même je pense qu'on va passer juste la matin sur le plateau. Je pense que le Sénat de prendre des réflexions au fur et à mesure. La capacité d'accueil, 7 les gens qui rentrent à milieu d'année, comme ce que Paulo l'a dit. Et je pense que c'est le travail doit se faire à tous les niveaux, au niveau des étudiants, au niveau des œuvres universitaires. Les œuvres universitaires, c'est là où se fait des réflexions au fur et à mesure qu'on puisse aller dans ce sens. Mais ce que je peux rappeler au ministre Paulo aussi, la sensibilisation elle est bonne, c'est la partie la plus intéressante qu'il faut mettre l'accent, puisque nous avons un problème comportemental des étudiants. Et donc comment utiliser même le matériel en cité. Par là dans la plomberie, vous parlez de la plomberie. C'est plus prenant de constater que nous avons des trucs qui bouchent la plomberie. Une fois que la plomberie est bouchée, ça ne serait pas surpris que l'eau jaillit sur le bâtiment qui risque de donner un coup. Donc dans ce sens, on peut jeter la matin sur quelque chose. Mais je crois qu'il est dans la dynamique. Hein. Il a dit qu'il y a un travail de sensibilisation qui est fait à leur niveau. Vous aussi, vous faites des efforts. On va être d'accord là-dessus. Donc les efforts sont partagés ça et là. Quoique le problème est toujours persistant. Et si bien que vous avez dit, vu la situation, on pourrait peut-être pallier un peu au problème en y allant vers la digitalisation. C'est bien cela. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus pour ne pas qu'on oublie l'essentiel du sujet. C'est vraiment l'innovation majeure au niveau du Centre national des œuvres universitaires. C'est vrai, déjà on a quelques brèches qui ont prévalu à ce qu'on y aille vers la digitalisation, mais aujourd'hui, où en est-on avec cette digitalisation du CNU? Merci. Aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien et ça va progressivement avec la sensibilisation. Je crois que l'un des responsables vient de vous signaler qu'il faut sensibiliser. On se comprend bien que ce soit
la digitalisation ou autre, c'est le comportement des bénéficiaires et aussi le comportement des chargés, des fournisseurs de soins, c'est-à-dire je veux parler de nous qui sommes des agents du CENU. C'est un dialogue permanent entre nous. Tant que nous ne soyons pas sensibles et tant que nous ne pouvons pas accueillir et écouter ce que ces jeunes nous donnent en alerte, tant que nous ne les intégrons pas dans les choix de solutionnement, il y a une souffrance. C'est en ce sens que la digitalisation ne peut se faire qu'avec les étudiants et par les étudiants. Et nous sommes un moyen et nous les accompagnons. Aujourd'hui, pour vous rappeler, nous sommes dans les statistiques de Campus Faso, en juillet, nous étions à plus de 180 000 étudiants burkinabés à intégrer sous la plateforme comment on appelle Campus Faso. Si on s'élargit au niveau national avec les universités privées, disons que nous sommes à 200 000 parce que les universités privées sont aussi conventionnées. C'est l'effort encore de cet État-là d'étendre les œuvres sociales, d'étendre les œuvres académiques, pédagogiques académiques à tout étudiant. Alors pour dire, avec ces plus de 1120 étudiants, nous avons en permanence 45 000 étudiants demandeurs des œuvres sociales. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les étudiants qui sont là pour dire je veux loger en cité, Non. Les parents font quelque chose, il y a des étudiants eux-mêmes qui ne veulent même pas résider en cité et qui ont aussi des gens qui cambordent chez eux, malgré que ce soit eux qui entreprennent. Donc, ce n'est que de plus-value pour nous. Et de ces 45 000 demandeurs... Peut-être pour restituer le débat à ceux qui nous suivent, Cambodge, c'est ces étudiants qui n'ont pas forcément la légalité d'être en cité universitaire, mais qui y sont quand même. Moi, j'appelle ça la solidarité. D'accord. La solidarité étudiantine. Pour ceux qui nous suivent, c'est des expressions qui peut-être ne sont pas comprises. Oui, bon, ça c'est comme nous, on est des années 90 avec les chansons, on parle de Cambodgiens. Bon, en bref, pour vous dire, il faut situer, aujourd'hui ça va bien, la digitalisation, parce qu'il y a deux formes. Dans les 10 régions autres que les 3 grandes villes, Ouaga, Koudgou, Bobo, vous avez, en termes de digitalisation, tout est digitalisé dans ces 10 régions, au travers d'un partenariat État et, j'allais dire, Orange. Et tout va bien, ce qu'on appelle le C-Resto. Nous avons à plus de 16 682 étudiants qui mangent par ce truchement. Et à Ouagadougou, à Bobo de Lasso et à Koudgou, nous avons aujourd'hui environ 21 520 étudiants qui mangent par ce qu'on appelle le digit Messersi à travers Campus Faso. Mais il faut dire qu'il y a un mais. Il faut que ces étudiants aient un identifiant national d'étudiant. Pour montrer que tu es réellement un étudiant. Si tu n'es pas un étudiant, parce que dans nos locaux, il y a des gens, je n'ai rien contre les autres, il y a des gens de l'entourage qui profitent des œuvres sociales que nous donnons à nos étudiants et qui viennent, et ce sont eux-mêmes qui posent problème souvent. Ce ne sont pas nos étudiants. Ça aussi, c'est de la solidarité, Ça aussi, c'est de la solidarité, mais il faut savoir qu'on ne peut pas nourrir tout le monde. Il faut savoir que le service social, comme le CENU, le FONER, etc., on appelle ça, c'est le service social. Du social, il y a des critères de vulnérabilité, il y a des critères d'accès. Parce que vous ne pouvez pas prendre un enfant de ministre pour qu'il parte manger. Nous allons dire à son papa de se débrouiller quand même pour que la nation ne soit pas... faute d'équité et de l'égalité, etc. D'accord. En tout cas, on comprend très bien. Monsieur Lompo, vous êtes du cabinet conseil en géocommunication. C'est vous qui accompagnez le processus de digitalisation. Peut-être pour des questions théoriques, puis de compréhension. En quoi réellement on peut mettre, qu'est-ce que pour le profane, il peut mettre dans la digitalisation des services du CENU? Merci. Le CENU, donc... Je veux dire, la digitalisation, c'est quoi en fait? La digitalisation, c'est, pour faire simple, la dématérialisation du ticket physique de restauration. C'est-à-dire qu'on quitte l'aspect physique pour l'aspect numérique. Et donc, c'est un processus par lequel le directeur régional venait tantôt de l'expliquer. L'étudiant, au travers de son identifiant unique là, est intégré dans une plateforme et bénéficie donc des prestations, notamment
de la restauration, de l'hébergement. Et aussi, on a vu tout dernièrement avec Campus Faso où les gens ne s'alignent pas pour déposer leur dossier d'orientation. Tout est fait maintenant via le numérique. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, les services disponibles, vous avez parlé du ticket de restauration, les inscriptions, et puis il y a quoi d'autre? L'hébergement, ça c'est compris? Oui. Donc on a 3 services qui sont disponibles à 100%, Oui. qui fonctionnent bien. Tout à fait. Il n'y a pas de dysfonctionnement, parce qu'on a entendu dire aussi qu'avec parfois, comme c'est des questions qui vont avec les réseaux, parfois il y a la non-fluidité des réseaux qui cause problème. Oui, absolument. Tout produit informatique, et surtout pour la question donc de la digitalisation qui est assez récente, il y a ces problèmes que nous avons, mais il y a aussi des solutions à côté pour permettre que le service ne s'arrête pas parce que on a un problème de réseau. D'où l'intérêt déjà de faire une ouverture sur les réseaux, parce que avec Orange, avec Move, avec Coris Monnaie, c'est-à-dire qu'avec cette diversité donc de téléphonie, bon, c'est pour un peu pallier en fait à ces problèmes techniques là, souvent que les réseaux ne peuvent pas être cantonnés sur un réseau, et puis s'il n'y a pas de réseau, bon, on n'a pas. Donc on va retenir que vous travaillez avec tous les prestataires disponibles au Burkina Faso, c'est bien cela? De téléphone. Voilà, parce que si vous continuez à les citer, tranquillement, on vous enverra une facture. Alors, directeur régional, vous voudrez vous exprimer sur la question, on vous écoute. Oui, bon, il faut dire que moi, je résume la digitalisation au simple fait que c'est pour faciliter la vie à l'étudiant burkinabé. Et la digitalisation entreprise au niveau du CENU fait partie d'un vaste projet installé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et qui est piloté par Campus Faso. Voilà pourquoi depuis quelques années, vous avez vu les étudiants qui s'inscrivent en ligne. Ensuite, vous avez, je pense, des structures comme le FONER et les Sciences Po aussi qui sont en train d'aller dans ça. Mais c'est des instructions du ministère pour faciliter la vie aux étudiants après retour d'un certain nombre de mécontentements exprimés par les étudiants. Et au niveau du CENU, effectivement, en ce qui concerne l'hébergement, c'était le cas. Et aujourd'hui, l'étudiant s'inscrit. Nous avons déjà, d'ailleurs, intégré dans l'hébergement, la digitalisation, tout ce qui est critère de sélection d'un étudiant est intégré dans la machine, et avec ce que les étudiants donnent comme information, tout est traité et sorti automatiquement. Dans les années passées, c'était l'homme qui devait regarder les dossiers, et vous voyez, il y a beaucoup de parts de subjectivité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus objectif, et ça fait ressortir les étudiants qui sont le plus en besoin, parce que le CENU a mis en place. Mais est-ce que là aussi, on ne peut pas se tromper, parce qu'on peut introduire aussi des données qui peut-être ne sont pas vraies? Non, les données sont introduites par les étudiants, et lorsque la commission se tient, les données sont vérifiées. Donc il y a un aspect vérification des données qui fait que si vous avez introduit de mauvaises données, ça vous fait le moins de points. Vraiment, c'est beaucoup plus objectif que... Au niveau de la restauration, c'est aussi ça. Vous savez, des étudiants s'étaient beaucoup plaints parce qu'effectivement, pour avoir déjà même accès à la restauration, il fallait avoir la carte chez nous, où ils venaient passer de 2h du matin jusqu'à 15h, souvent sans l'avoir, pendant plusieurs jours. Et ça faisait des longs fils qui empêchaient certains étudiants de s'adonner à des activités académiques. Aujourd'hui, tout ça, le CENU lève tout ça avec la digitalisation. Parce que l'étudiant n'a plus besoin de venir en présentiel pour faire ces activités-là. Il le fait chez lui à n'importe quel moment, alors que chez nous, il le faisait peut-être pour même avoir les tickets. Il faut venir 1 jour ou 2 jours, et il se plaignait de n'avoir pas suffisamment de tickets. Aujourd'hui, ça c'est ouvert avec la digitalisation. D'accord. Est-ce que vous sentez une grande adhésion de la part de ces étudiants-là? Vous sentez un engouement? Oui. Au niveau de la ville de Ouagadougou, et je parlerai plus de la ville de Ouagadougou que je connais, beaucoup plus, parce que tout processus, il y a la peur de l'inconnu, la peur de qu'est-ce que ça va être. Mais au niveau de Ouagadougou, il faut dire que les étudiants, il faut les remercier, ils nous ont beaucoup accompagnés. Sur instruction de la direction générale du CENU, effectivement, nous avons approché les étudiants élus des UFR,
les étudiants des cités universitaires, mais aussi les structures étudiantines à caractère syndical. Au tout début, pour leur expliquer le projet. Et effectivement, nous avons eu beaucoup d'accompagnement, ce qui fait que sur le terrain, il y a, je pense, de l'engouement, parce que quand on regarde les statistiques, c'est beaucoup élevé, malgré quelques difficultés qui nous ont été rapportées de temps à autre. Comme disait le consultant, il y a toujours l'incertitude sur certains petits détails qui se corrigent au fur et à mesure, même avec les tickets physiques, on les avait. Monsieur Sawadogo Thomas, vous êtes délégué de la cité universitaire Thomas Sankara. On a pu voir aussi à un moment donné une certaine insatisfaction de vos amis, notamment de Koudougou, qui estimaient qu'il y avait un certain dysfonctionnement de cette plateforme digitale-là. Est-ce qu'il arrive que vous rencontrez ces problèmes-là? Merci pour la parole donnée. Il faut souligner que la digitalisation au niveau de la restauration, véritablement dit, quand ils ont lancé, on a eu de certains problèmes, mais il faut comprendre aussi que c'est pour améliorer aussi, et c'est pour nous empêcher de partir, nous aligner, parce que avant la digitalisation, il faut dire que pour manger au restaurant, il faut partir d'abord t'aligner, acheter tes tickets, aller t'aligner, prendre tes passeports avant de partir manger. Et avec la digitalisation au niveau de la restauration, il faut dire que ainsi le rang pour aller prendre les tickets prenne fin. Parce que tu peux prendre 1 minute pour te recharger. Il faut dire ça te permet aussi d'économiser ton temps pour suivre tes cours. Voilà. Pour pouvoir manger, il faut souvent laisser 45 minutes, 1 heure, 2 heures du temps de tes cours pour venir prendre des tickets. Et maintenant, avec la digitalisation à notre niveau, c'est simplement les réseaux. Mais à un certain moment donné, on a vu avec monsieur le DG, avec le DR, ils sont venus arranger ces problèmes des réseaux à notre niveau. Et je sais que le travail continue. Le travail continue parce que ils sont dynamiques sur le terrain. Quand on les appelle, ils répondent aux appels. Donc il faut noter aussi à les féliciter pour cela. Mais il faut comprendre aussi par là que nous les étudiants, nous devons regarder le fond, non la forme. Voilà, souvent on s'attarde à regarder la forme. Vous faites allusion à quoi quand vous dites fond et forme? Quand on parle de la digitalisation, nous regardons la forme pour dire que bon, c'est pour diminuer le nombre de plats à manger et autres. Or, c'est pour nous aider nous-mêmes à économiser. Tu pourrais prendre tes tickets de 1000 francs, tu peux ne pas arriver 2 jours. Et maintenant, avec la digitalisation, tu as droit à 3 passeports par jour. Si tu prends tes 3 tickets et que tu es trop généreux, il faut dire que tu vas dormir dans la faim. Donc, c'est vrai, c'est l'action sociale. C'est l'action sociale, mais souvent aussi, il faut savoir que nous, les étudiants, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Voilà, au niveau de la restauration. Ce n'est pas simple. Mais avec l'appui du DG et du DR, je vois qu'ils sont en train d'améliorer cela. D'accord. Donc tout semble aller au niveau de l'université Thomas Sankara, ça va, il n'y a pas de problème en la digitalisation, c'est bon? Côté Thomas Sankara, véritablement dit, il y a un problème du réseau. D'accord. Voilà, il y a un problème du réseau, il faut noter cela. Il ne faut pas qu'on va fermer les yeux dessus. Voilà, le réseau nous lâche. Et très souvent, quand tu pars prendre tes passeports, après tu remarques que sur ton compte, on peut te facturer 1000 francs, or tu as pris seulement 3 passeports. Voilà, donc ça aussi c'est un problème à souligner. Un problème, est-ce que monsieur le responsable de la FECIBF partage ces difficultés évoquées ça et là, ou alors il y a d'autres difficultés à votre niveau que vous avez constatées? Ok, merci pour la seconde fois. Effectivement, c'est que le camarade étudiant a dit, ce sont des difficultés qui sont constatées sur la digitalisation au niveau des restaurants universitaires. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Nous sommes obligés de passer à un système papier, à un système numérique. Et dans cette obligation, il y a aussi l'accompagnement des réseaux qu'il faut forcément voir. Parce que tant qu'on n'a pas de réseau dans nos différents sites universitaires, quelle que soit l'innovation qui va venir, ce sera difficile pour que ça soit appliqué sur le terrain. Donc, il faut que le Centre national des universités puisse vraiment maximiser sur cela. Comme on le dit d'habitude, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Nous trouvons que par rapport à ça, au fur et à mesure que les étudiants sont associés, au fur et à mesure que les critiques viennent, au fur et à mesure qu'on pourra améliorer le système et permettre à tous les étudiants d'être bénéficiaires. Le DG a donné des statistiques, le nombre d'étudiants qui sont inscrits. C'est vrai que nous trouvons que c'est
pas assez par rapport aux étudiants que nous avions dans nos différentes cités ou différents campus universitaires. Il faut maintenant maximiser sur la communication pour permettre aux étudiants de connaître ou comprendre le bienfait de cette digitalisation, parce que nous avons demandé depuis un certain temps qu'il faut que les étudiants arrêtent de s'aligner comme des mendiants pour avoir un plat, pour être inscrits dans une université, pour avoir une chambre en cité, puisque ça fatiguait réellement les étudiants. Des étudiants venaient au campus à 4h du matin, 2h du matin pour avoir ces services-là, qui se faisaient braquer, voler, par moments des filles violées par rapport à pour avoir accès à une chambre en cité universitaire, ou bien pour avoir un plat aux rues. Nous, on ne suivait pratiquement pas des cours. Il faut forcément t'aligner à 9h ou à 8h pour avoir un plat à 10h. C'était compliqué. Maintenant, si on amène un système, il faudra travailler à ce que ce système soit accessible à tout le monde et que ce système soit favorable à tout le monde, que ça puisse réduire les difficultés que les étudiants avaient auparavant. Mais si ça n'apporte pas un plus, ça sera compliqué. Donc, je pense que la direction de CNU a compris. Ils sont en train de travailler à ce que ça soit amélioré. Nous, en tout cas, tant que c'est bon et que les étudiants sont favorables à cela, nous nous accompagnons pour que ça puisse être bénéfique pour tout le monde. Mais s'il y a un système, des difficultés, nous n'allons pas tarder à interpeller les autorités. Je veux bien comprendre aussi cet aspect-là. Je vais m'adresser à vous, le responsable de la restauration. On entend parler de rang, il n'y a plus de rang. Ce système, je veux dire, au niveau des restaurants universitaires, il est disponible à ce niveau aussi. Il n'y a plus de rang pour accéder au plat? Il n'y a plus de rang, c'est trop dit. Le rang, pour l'accès, le paiement des tickets... qui n'existe plus, mais au niveau des restaurants, il y a toujours ce rang-là. Je vais faire rang par le temps, ça reste son plat. D'accord, c'est ce que je voudrais comprendre. Le nom de l'achat du ticket, et pour dire plus clairement, que je vais être tôt le matin à 5h04 prendre le rang pour payer le ticket de la direction régionale, ou de la direction régionale, mais pour prendre son plat de repas au restaurant, il s'allie, il prend son... Le plus important, c'est la fluidité du service. D'accord. La fluidité du service, puis que la digitalisation rend le service fluide et accessible. C'est ça qui est très très important. Dit que nous, pour prendre le plat, nous du restaurant, dit que le rang supprimé là-bas, ça c'est pas supprimé. En tout cas, ça réduit quand même le temps d'attente parce que l'accessibilité c'est plus fluide. Voilà, parce que là, on évite de faire le rang pour avoir le ticket. Voilà. On n'a plus cette, l'achat du ticket. Ça c'était indéniable. Mais pour le restaurant, l'étudiant au lieu de prendre le rang, prendre son plat. Tout à fait. Voilà. Alors, monsieur le directeur général, le responsable de la FECIBF a fait cas du fait qu'il fallait impliquer toutes les parties prenantes dans ce processus de digitalisation. Est-ce que ce travail a été fait? Là, c'est vrai qu'on a un responsable syndical, mais il n'y a pas que ce syndicat-là. Est-ce qu'au niveau, j'allais dire des concertations, vous avez pu ratisser large? Merci. Il a avoué ce que nous aimons bien faire. Sans les étudiants, je ne crois pas qu'il y allait avoir digitalisation. Il faut se dire la vérité. C'est vrai qu'on a eu une très belle idée. Les autorités, il faut dire que partout au Burkina Faso et dans le plan, j'allais dire, bancaire, etc., je me suis rendu compte, en Burkina, un peu pour comprendre, dans le monde actuel, sans le digit, ça ne marche pas. D'accord. C'est le langage. Et j'étais très content quand un étudiant a dit, vous savez, notre génération, nous sommes la génération digit. Ça n'a pas longtemps à Koudou, quand on était à notre chose. Mais pour revenir, ce que dit, c'est exact. Moins de choses, on accuse tel groupe syndical des étudiants. Moi, je me suis rendu compte que non, il faut travailler avec les étudiants et pour les étudiants. Et ça marche. Et ça marche. En tout cas, moi, depuis que je suis à la commande, je me sens bien avec eux. Vous avez consulté toutes les couches? Toutes les couches, ils viennent même. Ils sont prêts à vous accompagner également? Elles viennent. Quand on parle de couches, ces couches, ces étudiants, ces groupes d'étudiants, ces groupes viennent. Et ces groupes vous demandent, vous sollicitent des audiences. Pour quelque raison que ce soit. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui digitent aussi par le WhatsApp. À DG, on n'a pas bien dormi. Je crois que Thomas Sankara est là. Il n'y a pas un coin de Burkina Faso où je suis. S'il y a un problème, il digite. Monsieur Palo ici digite. Donc c'est pour dire qu'eux, ils communiquent vite et ils sont capables de vous envoyer des plats mal servis, etc. en ligne. Souvent, il y a d'autres aussi qui donnent des faux plats mal servis. Quelqu'un peut rester, c'est les conséquences. Quelqu'un peut rester chez lui avec son plat, avec des scraps, et puis il vous envoie. Mais là, on vérifie l'information. Pour dire, sans les étudiants, ça serait difficile. Parce que ce qu'ils viennent vous dire, vous voyez, et ils vivent. Ce sont eux qui expérimentent la chose. Et regardez ce qu'ils nomment. Ils vous disent les vrais problèmes de digit. Vous voyez.
Nous, on a des problèmes techniques de digit. Nous, il faut que le niveau, comment on appelle ça là, le réseau soit fluide. C'est quand le réseau n'est pas fluide qu'ils ont des problèmes avec nous. Et ils nous interpellent. C'est aussi, je les prends comme le point d'alarme. Les lanceurs d'alerte, mais il ne faut pas que ce soit les alertes qui posent problème. Alors, pour résumer, il faut dire qu'il y a le réseau qui pose problème. Et il a dit, il y a la communication. Les gens disent, le SONU ne communique pas suffisamment. Tout ce que le SONU fait, on ne communique pas. Parce qu'on va mettre l'argent, les finances devant. On arrive à dire très souvent que le DG est très difficile avec les finances. Non, les finances doivent servir à servir les étudiants. Donc, il faut que nous communiquions pour que l'opinion nationale, internationale, parce que le Burkina est très bien connu, malheureusement ou heureusement, et donc il faut qu'on communique. Il faut qu'on travaille sur la perception des étudiants. Par exemple, les gens voient la forme et non pas le fond. Et il faut que le coût, la digitalisation a un coût énorme. À l'heure actuelle, je m'apprête à revoir les patrons pour que nous poussent vraiment à la digitalisation telle qu'est la volonté internationale et nationale. Parce que le coût de la digitalisation, ça ne se trouvait pas dans nos plans d'action. En fait, quand c'est venu, la direction générale du SONU devrait revoir pour que l'État et le ministère même accompagnent. Parce que c'est à nous de rendre compte. Nous avons un devoir de rendre compte à l'autorité pour que l'autorité voit les moyens pour nous accompagner. Sinon, par exemple, d'un jour à l'autre, il faut mettre un routeur, je ne sais même pas comment on appelle le routeur. En tout cas, heureusement qu'on a un spécialiste en la matière, le cabinet conseil en géocommunication. Alors, ce qui revient le plus souvent, si j'ai bien compris, le seul véritable problème, c'est la question des réseaux avec les prestataires. À votre niveau, comment se fait la collaboration pour que, on ne peut pas empêcher que ça arrive, comme vous le dites, mais que ce soit vraiment minime, pour que les étudiants puissent bénéficier de cette digitalisation? Oui, on mène des discussions permanentes avec ces partenaires-là. Est-ce qu'il y a un système qui est mis en place de telle sorte que quand l'étudiant alerte DG, et DG à son tour vous saisit, et puis automatiquement on essaie de régler le problème? Oui, ce système est mis en place parce que nous avons un cadre de concertation et qui, en tout cas, les acteurs interagissent et surtout quand il y a des difficultés. Mais pour dire que, pour pallier au problème du réseau là, c'est-à-dire que le système fonctionne avec le réseau et le système fonctionne aussi sans réseau. Et donc, il y a ces deux possibilités là. Et donc, qui permettent que les services ne puissent pas s'arrêter au cas où le réseau... Donc, vous voulez dire que même si dans une partie du Burkina Faso où il y a les œuvres universitaires, quelqu'un qui n'a pas la connexion réseau peut bénéficier de ces œuvres? Tout à fait. D'accord. Donc, c'est plus un problème en réalité? Oui, bon, sauf que il y avait des petits problèmes techniques. Parce que le fait de travailler sans réseau, quand la synchronisation est faite après, bon, les étudiants se plaignaient que bon, ils ont été débités plus qu'il fallait. Donc, c'est des problèmes techniques que nous essayons de résoudre avec les réseaux. Je vois les doigts se lever. Il y a beaucoup à dire sur la question, mais j'ai mon devoir de modérer parce qu'il y a la contrainte temps qu'il faut prendre en compte. Donc, peut-être ce que je vais faire, c'est peut-être qu'on puisse revenir sur les avantages de la digitalisation. Et ce sera en guise de mot de fin parce qu'on est vraiment pris par le temps. Peut-être qu'on va commencer par le DR. Moi, je vous accorde 2 bonnes minutes. Ok, merci beaucoup. Bon, je crois qu'on avait déjà commencé à égrener les avantages. Hein. Bon, il faut dire que le SONU a été vraiment proactif en cette matière-là. Et comme disait le consultant, il y a l'aspect hors réseau aussi, pour faire en sorte que l'étudiant ne souffre pas du manque de réseau. Le manque de réseau, c'est surtout le réseau Internet. La vraie contrainte, c'est que l'étudiant s'inscrit d'abord sur la plateforme en 2 ou 3 minutes. En dehors de cela, tous les autres problèmes de réseau peuvent être résolus sans que l'étudiant en pâtisse. Voilà. Donc, il faut signaler ça. Les serveurs c'est vrai que comme il l'a dit, il y avait de petits soucis, mais qu'on a reversé au cabinet qui techniquement est en train de résoudre ce problème-là. Sinon, les avantages pour les étudiants, c'est vraiment en termes de gains en temps. Nous avions 3 rangs pour pouvoir bénéficier de la prestation de restauration. Aujourd'hui, nous en avons un seul.
Parce qu'on vous a dit que les cartes, sinon on les prenait plus, c'était de longues files. Et comment on appelle ça, les paiements, c'était de longues files. Aujourd'hui, même avec ce rang-là, c'est plus court parce que on peut prendre les repas du matin et du soir le matin pour ne pas avoir à revenir 2 fois faire, d'abord payer et puis aller se restaurer. Alors l'autre avantage, c'est que les étudiants restent chez eux et font les chargements. Vous savez, ils se sont beaucoup plaints à notre niveau, disant qu'on leur vend une souche de tickets. Ça leur permet de faire 5 jours et il faut revenir encore dans la même semaine se ravitailler. Là, c'est des pertes en termes de carburant. C'est aussi des risques d'accident pour l'étudiant qui doit quitter peut-être Pissi pour venir à la Padoa payer ça. Donc tout ça s'est levé actuellement. Donc ça veut dire que les avantages sont beaucoup plus du côté académique où ils vont gagner en temps. C'est surtout ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur le directeur régional. Monsieur le directeur des hébergements et de la restauration, en guise de mot de fin, ce sera lequel? Ok. Il dit la perfection, elle est continue. Hein? C'est un nouveau système où il y aura des insuffisances. Nous allons travailler à pallier à ces insuffisances. Parlant des avantages, je peux dire que l'avantage, c'est sur à 2 niveaux. Du côté des étudiants, c'est sa possibilité de payer ses tickets en ligne, gagner en temps pour aller suivre ses cours. Au niveau institutionnel, ça nous permet aussi d'avoir des statistiques plus fiables pour pouvoir faire la planification en matière de restauration universitaire, c'est ça qui est très très important, et de rationaliser nos dépenses. Donc, pour ne pas aller trop loin, je profite, comme j'ai 2 minutes, lancer un cri de cœur aux étudiants. C'est vrai que tout ce qui est nouveau fait peur à tout un chacun, mais je pense que mettre la peur de côté et accompagner les CNU pour la mise en place de la politique de la législation. Ce n'est pas une politique du CNU, c'est une politique gouvernementale qui est pilotée par le ministère en charge pour cette application. Mais sachez que nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions avec UDOAN par rapport aux insuffisants pour que ça marche. C'est ce que j'avais à donner comme information. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la restauration, mais aussi de l'hébergement. DG, avec vous, on va clore cette émission. Merci d'être venu répondre à nos différentes questions. Mais en guise de mot de fin, les avantages, on les a déjà égrenés. Hein. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas pu aborder, que vous aimeriez vraiment aborder. Moi, je propose qu'on puisse s'atteler à cela. Merci. Les avantages, je ne veux pas rajouter, c'est qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, qui mange au restaurant universitaire, c'est un étudiant. Donc, il doit avoir son identifiant national d'étudiant. Donc, le Burkina est en phase de connaître qui est étudiant et qui ne l'est pas. Ça fait partie des statistiques fiables, comme il vient de le dire. Est-ce qu'on travaille aussi à avoir une certaine harmonisation avec le calendrier universitaire? Parce que parfois, il a parlé là d'un décalage. Est-ce qu'on va tenir compte? Absolument. Et ce qu'il dit, puisqu'il y a dans l'université, j'aime dire qu'il y a les aspects pédagogiques et académiques, il y a l'aspect de l'université sociale. L'université sociale, c'est tous les services, le programme 063 qui gère la facilitation à l'accès à la formation universitaire. Donc, et c'est ça, c'est nous. Donc, le grand problème aujourd'hui, c'est que pour être étudiant, il faut se faire identifier. Donc, pour avoir accès aux œuvres universitaires, il faut avoir son identifiant national d'étudiant. Mais il faut tenir compte qu'il peut y avoir des impasses, parce que si tu passes de L, donc licence, à M, pendant ce parcours-là, il y a des passerelles pour que tu puisses, des ponts pour que tu ne puisses pas perdre tes avantages. Donc c'est à nous de veiller, là c'est d'aspect technique aussi, d'être en adéquation avec le pédagogique pour travailler. Voilà pourquoi nous avions invité DAOI, la direction l'administration et d'orientation et d'information des étudiants, pour que vraiment, ces vacances-là, ceux qui n'ont pas d'INE, notamment les bacs 2017 et antérieurs, ils grouillent avoir leur INE. Les difficultés, il faut les évoquer. Il y a des étudiants qui ont leur INE, dont nous avons nous-mêmes un problème de souffrance avec la partie pour les rallier à la plateforme pour qu'ils aient accès. Ça, c'est un problème technique que nous devrions faire. Voilà pourquoi, avec les étudiants, il faut sensibiliser, par exemple, pour que les étudiants se fassent identifier. Il y a plus de 273 étudiants qui n'ont même pas d'INE, d'identifiant. 273 000. En gros, ce que nous avons pu recenser comme problème en identifiant les personnes, il y a 1118 étudiants qui ont des problèmes d'accès au restaurant universitaire. Et dans ces 1118, il y a 853 comme ça, qui ont des problèmes parce que quand ils rentrent,
il peut pas recharger. Quand il charge, il peut pas avoir accès à la nourriture. Et il y a 273 qui n'ont même pas d'INE, donc ils ne sont pas identifiés comme étudiants, alors que c'est des étudiants. C'est donc dit qu'il faut que l'administration pédagogique, j'allais dire, et académique, soit en phase avec l'administration sociale des universités. Pour que les étudiants. Il y en a, et la difficulté dans notre métier, c'est de vous interrompre quand le temps est arrivé. Absolument. C'est difficile, mais pourtant il faut qu'on y aille. C'est fini. C'est nous qui vous remercions d'être venus répondre à nos différentes questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le professeur Sébastien Yougbaré, vous êtes le directeur général du CENU et vous êtes dans la dynamique de digitalisation de ce centre qui est en charge des œuvres universitaires. Et pour parler également de la question, nous avons reçu le directeur régional du centre des œuvres universitaires de Ouagadougou, Monsieur Ouedraogo Issa. Merci d'être venu répondre à nos différentes questions. Et Monsieur Seydou Ouedraogo, directeur de l'hébergement et de la restauration universitaire. Merci d'être avec nous. Et le prestataire en charge de matérialiser toute cette digitalisation, le cabinet conseil en géocommunication, représenté par Monsieur Lompo Marius. Merci d'être venu avec nous et des étudiants aussi pour accompagner ce débat. Nous avions Monsieur Palo Dabouti Augustin, désolé pour le nom, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FECIBF. Merci d'être venu. Et puis Monsieur Sawadogo Thomas, vous êtes étudiant à l'université Thomas Sankara, vous êtes délégué général de la cité universitaire Thomas Sankara de l'UFAST. Merci à tous d'être venus répondre à nos différentes questions. C'est un rendez-vous, on y vient et on revient, c'est possible. On a tout un mois pour parler école et éducation. Vous pourrez donc revenir pour davantage approfondir sur le débat. Mais pour l'instant, chers téléspectateurs, merci à vous tous qui nous faites confiance en nous suivant sur Tri TV, la télévision interactive au numéro 254 du bouquet Canal+, mais aussi sur le multiplex TNT de notre très chère patrie, le Burkina Faso. Merci de nous avoir donné un peu de votre temps et tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très bientôt. La Soutraco vous a offert Choisis mon école. Votre engin n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge ? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.